et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un nouvel update lecture, celui du mois d'octobre. Et comme vous l'avez peut-être vu dans la miniature, il est assez conséquent par rapport à d'habitude puisque j'ai lu pas moins de 7 livres, moi qui d'ordinaire en lis environ 3 ou 4, éventuellement 5, mais jamais 7. Ce surplus de lecture s'explique par deux raisons essentielles. La première étant que j'ai participé à un week-end à lire lors du 17, 18 et 19 octobre où je n'ai peut-être pas lu 1000 pages, mais quand même je suis arrivée à 822 pages lues, ce qui est pour moi énorme, surtout que je n'ai pas fait que lire. Alors c'est quand même essentiellement ce que j'ai fait, mais ce que je veux dire c'est que je ne me suis pas interdit de faire d'autres activités, style du sport, de la cuisine, etc. Regarder des épisodes, voilà. Donc je me dis que lors d'un prochain week-end à 1000, si jamais je me cantonnais à ne faire que lire, je pourrais très bien y arriver. La seconde raison de ce nombre de livres lus et de ce nombre de pages lues lors du week-end à 1000, c'est que j'ai lu 2 graphiques, donc un manga qui faisait presque 200 pages à lui tout seul, donc forcément c'est énorme, et puis une bande dessinée. Même si c'est vrai que les bandes dessinées elles en font un peu moins, celle-ci elle faisait je crois 56 ou 58 pages, enfin bref, c'est pas grand chose en termes de nombre de pages lues, mais mine de rien ça s'ajoute, et puis en fait cette BD elle était pas du tout sur le week-end à 1000, donc bref. Le premier livre que j'ai lu, c'était une découverte. Alors au sens découverte de la maison d'édition, mais l'autrice, elle, je l'avais découverte il y a peu de temps finalement. Il s'agit de La captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre aux éditions Château d'Âme, qui fait des livres, comme vous pouvez le constater, vraiment magnifiques. Superbe ASMR. Donc La captive de Dunkelstadt, c'est quoi? C'est l'histoire d'une fille qui est dans un... enfin d'une jeune femme plutôt, qui est dans un château, qui vit avec sa mère et avec leurs serviteurs, ou plutôt leurs domestiques, et d'un jeune homme qui va aller visiter ce château, un château que l'on dit hanté, maudit, etc. Enfin c'est surtout les femmes qui y vivent que l'on dit maudites, et bref voilà, ce livre, en dehors du fait qu'il est très beau, en dehors du fait qu'il se passe en Allemagne et a donc des connotations germaniques, m'a tiré beaucoup et m'a énormément plu. Alors pourquoi il m'a plu en dehors de ce résumé, hein? C'est parce que pour moi j'avais l'impression de lire quelque chose qui se situait entre La Belle et la Bête et Dracula. C'était juste merveilleux. Et en parlant de merveilleux, il y a dans ce roman quelque chose des contes anciens, de ce merveilleux qui n'est pas tout beau, tout rose à la Disney, mais plutôt presque horrifique et malaisant parfois, comme dans des contes anciens en fait. J'ai adoré bien évidemment le côté malédiction, le côté romance aussi, quelque peu, et surtout le fait que le surnaturel arrive petit à petit. Vraiment il s'installe. On le voit, il flotte au-dessus du protagoniste masculin et puis peu à peu il va venir s'insinuer dans sa vie de tous les jours et vraiment c'était captivant, le mot est juste. En dehors de ça, Magali Lefebvre a dans ce roman, encore une fois j'ai envie de dire, une écriture qui est à la fois très fluide et ici vraiment poétique, puisque vraiment ouais c'est ça, on est dans le château, on est parmi les fées, enfin pas les fées, hein, il n'y en a pas, mais voilà, dans un monde qui fait rêver, mais un rêve étrange quand même, et j'ai beaucoup aimé. Raison pour laquelle j'ai mis à ce roman la note de 18 sur 20. Je vais faire ici un petit aparté ou une petite parenthèse au sujet des éditions Château d'Âme. Ils ont lancé un appel à texte le 31 octobre je crois, qui va s'arrêter le 22 février. Un appel à texte au sujet d'une romance qui doit se passer dans un château ou un manoir, qui doit se passer sur la période de Noël ou de l'automne. Une romance que j'ai très envie d'essayer d'écrire, et pour laquelle je vais tenter quelque chose pendant le mois de novembre, voire un petit peu plus, parce que j'avais besoin d'un nouveau projet côté écriture et que ma foi, cette lecture début octobre, l'arrivée sur Instagram, sur mon fil Instagram de ce concours d'écriture, je me suis dit tout est relié, je vais le faire. Voilà, fin de la parenthèse de l'autrice. Le second livre que j'ai lu au mois d'octobre, c'était
une fin de saga que j'attendais avec une énorme impatience et dont je vous ai parlé depuis plusieurs vidéos. Il s'agit de Mignardise, le 4e et ultime tome de la saga Meyade Blonde de Melodix Max, paru aux éditions, je sais plus comment ça s'appelle, Bookmark, pardon, excusez-moi. Donc dans Meyade Blonde, on y suit Meia, qui est une démone de la gourmandise et à qui il arrive plein de choses, c'est de l'urban fantasy, on a une héroïne badass avec un protagoniste masculin aussi qui a bien sûr tous les atouts pour faire pencher votre cœur, non c'est chavirer qu'on dit, pour faire donc chavirer votre cœur et réveiller certaines petites parties de votre anatomie, en tout cas de la sienne. Et donc ici, alors autant le premier tome c'était surtout Meia, deuxième on avait aussi ce protagoniste qui s'appelle Nathan. Non, j'avais pas oublié, enfin si un petit peu mais il n'est pas écrit derrière. Bon, peut-être que si mais je l'ai pas vu. Bref, peu importe. Donc voilà, petit à petit Nathan prend de plus en plus de place dans cette saga. Et sur ce tome-ci, c'est vraiment un chapitre Meia, un chapitre Nathan. Et ça j'ai trouvé ça très bien parce qu'on a vraiment la vue depuis ce protagoniste-là. Et ça c'est très intéressant. Alors comme d'habitude, tous les chapitres qui sont de Meia commencent par une citation de publicité pour de l'alimentaire. Alors je voulais vous en choisir une au hasard et puis après je me suis dit non, choisis-en une que tu connais et puis en fait je suis tombée une qui parle de chocolat donc en ce qui me concerne elle est parfaite. Donc par contre c'est le chapitre 28 mais que l'on se rassure tout à la fin donc ça ne spoile rien du tout. Donc la citation c'est « Le vrai pouvoir du chocolat ». Slogan publicitaire pour une marque de chocolat. Je vous avoue que je ne sais absolument pas de quelle marque il s'agit, de quelle pub il s'agit, mais la plupart du temps j'avais les références, mais parfois non, ici non. Mais c'est quand même super génial, enfin je trouve cette idée super, moi ça me faisait rigoler à chaque fois, et puis ça rappelle des souvenirs quoi, parce que bon maintenant je regarde plus trop la télé, mais avant je passais de longs moments devant la télé et malheureusement aussi devant les pubs, et voilà, bref. Souvenirs, nostalgie, gourmandise, mignardise, voilà. Donc en dehors du fait de ces points de vue alternés où chacun de ces deux protagonistes prend pleinement sa place dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé cette fin, franchement elle est parfaite pour moi, pour cette saga, chose que j'ai pas eu dans autre chose qu'on verra tout à l'heure, mais bref c'était très bien, vous avez un dosage excellent entre action, spicy et sentiment. Les sentiments ayant ici une valeur, enfin comment vous dire, c'est la présence des sentiments est expliquée, est exploitée d'une excellente manière je trouve, donc vraiment franchement lisez cette saga. Et puis donc je vous parlais de la fin que j'ai adorée, à la fin aussi on voit que l'univers de Melodix Max dans lequel évolue Meyade Blonde est bien plus vaste que cette simple quadrilogie. Alors j'ai déjà lu un autre roman qui est tiré, enfin c'est un spin-off qui parle d'un personnage qui est ici aussi et on voit que cet univers il est pas juste fait d'anges et de démons et d'humains ou éventuellement de sorcières, il y a tellement plein d'autres choses donc c'est vraiment pour vous faire basculer sur la suite et bref j'ai adoré et pour ces raisons j'ai mis la note de 19 sur 20. Non je sais on n'est pas sur du coup de cœur, on n'est pas sur un 20 sur 20 mais 19 en fait j'ai adoré. Voilà, il m'a manqué ce petit truc en plus, vous savez, mais c'est génial en fait. Alors ensuite, j'ai lu un livre de vampires, en tout cas c'est ce que je pensais, enfin oui, principalement, parce que lors du mois d'octobre, la thématique pour un challenge de vider sa palle, c'était lire quelque chose avec des vampires. Au passage, la plupart des livres que j'ai lus et que je vous présente aujourd'hui font partie du Pumpkin Autumn Challenge et ou du Villain Books Challenge. Parenthèse terminée, c'est la deuxième de cette vidéo, jusqu'où va-t-on aller? Bref, le troisième livre que j'ai lu était Black Mambo aux éditions du Chat Noir, qui est un recueil de 3 novellas, donc l'une de Sophie Daba, l'autre de Morgane Cossarieu et la dernière de Vanessa Terral. C'est pas du tout dans cet ordre-là qu'elles sont dans le bouquin, puisque si mes souvenirs sont bons, on a d'abord Vanessa Terral qui vous parle de djinns. Donc les djinns sont ces créatures surnaturelles venues d'Afrique essentiellement. Enfin moi c'est que là que je les connais, hein. Vous connaissez sans doute le génie de la lampe d'Aladin, et ben ouais Aladin il vient pas d'ailleurs, hein.
Donc voilà, Vanessa Terral, elle vous propose ce texte-là, ou vous proposait. Et dans ce texte-ci, on a à la fois les traditions du pays dans lequel ça se déroule, mais aussi une touche de surnaturel, bien évidemment, avec la présence du djinn. Et surtout, on termine sur une lueur d'espoir, et donc ça c'est vraiment bien. Alors c'est un récit assez sombre, hein, il se passe des choses assez glauques et enfin voilà, pas génialissime, mais ce premier récit se termine vraiment sur de l'espoir, sur de quelque chose de positif, et ça c'était appréciable. Le deuxième récit est celui de Sophie Daba, et il se passe lui dans 2 temporalités différentes et dans 2 lieux différents. Il concerne lui le Swaziland, donc pour le pays, et pour ce qui est du reste, on a un peu le thème du vampire, il était là hein, principalement. Une enquête, donc voilà, une enquête avec des meurtres assez sanglants et encore une fois dégueulasses. Des choses pas très sympathiques. C'était pas très français, mais vous aurez compris. C'était un petit peu, comme on dit, malaisant, hein, mais un peu. Et puis la fin est, ma foi, pas top. Enfin, elle est parfaite pour la novella, mais ce qu'il arrive au protagoniste, c'est pas génialissime. Et j'ai bien aimé, franchement. Voilà. Moi, Sophie Daba, je la connaissais pas dans quelque chose d'aussi crade, parce que vraiment il y a des scènes crades. Je l'avais vue dans une nouvelle ou un roman très court. Qui est un préquel d'une saga qu'elle a écrite. Je l'avais vue aussi dans un roman plutôt pour ados, Mutante, c'était le tome 1 d'une trilogie, où là on est vraiment dans un lycée, donc c'était là, et là ce sont des adultes, et c'est vraiment pas joli. Mais il y a des choses sympathiques. La plume est géniale, l'histoire est forte, et voilà quoi, elle donne envie d'être lue, malgré tout. Et enfin, la dernière histoire, c'est celle de Morgane Cossarieux. Morgane Cossarieux, je la connais déjà pour des écrits crades, disons ce qui est, pour des récits sanglants, sanguinolents, macabres, vraiment très glauques. Et là, c'est comme d'hab en fait, hein, voilà. Elle reste là-dedans, son histoire à elle se déroule dans le Bayou. Même si le protagoniste masculin est lui français, il va dans le Bayou et il va dans la Nouvelle-Orléans et il est face à des choses, de la sorcellerie, mais la sorcellerie vaudou, voilà, et le baron Samedi, voilà. Il y a là aussi quelques petites créatures qui font penser à des vampires, enfin qui font pas que penser d'ailleurs, mais pas des vampires comme on a l'habitude. Enfin si, elle oui, Morgane Cossarieux c'est son habitude, elle aime bien faire des vampires avec ce genre de créatures, ce genre de personnages. Si vous la connaissez, sans doute savez-vous de quoi je parle. Si vous ne la connaissez pas, que vous voulez la découvrir, croyez-moi, il vaut mieux avoir les tripes bien accrochées, pas forcément le cœur. Donc bref, son récit, il est crade, il est trash. Il finit comme il doit se finir, mais il est bien. Enfin, je veux dire, elle a une plume qui vous embarque. Je vous dis, hein, il faut pas avoir mangé avant des fois, mais voilà, c'est des choses très très burk. Mais je sais pas, ça peut paraître bizarre de vous dire que j'aime ça, mais franchement, c'est tellement bien écrit, c'est tellement poignant, ça vous prend aux tripes, c'est le cas de le dire. Et voilà. Et malgré tout, ces 3 histoires qui sont 3 histoires essentiellement sombre, je vous dis, il n'y a que la première qui se termine sur une touche d'espoir, les 2 autres pas vraiment. Mais bon, la vie c'est comme ça. Bref, ces 3 histoires qui sont 3 histoires très sombres, elles sont aussi 3 histoires de femmes, parce que ça met ce roman, enfin non, ce livre, avec ces 3 novellas, met en avant les femmes, les met au premier plan, les place au premier plan, qu'elles soient fortes ou pas d'ailleurs, qu'elles subissent ou non une tyrannie quelconque, qu'elles viennent d'un dieu, d'un djinn, d'un pouvoir, de l'homme tout simplement, voilà. On a ici aussi le mal incarné à la fois par le surnaturel, mais aussi par l'être humain, des femmes bonnes, des femmes mauvaises. On a vraiment tout un panel de femmes, d'existence qui sont mises en avant ici et qui sont... j'allais dire agréable, non, ce livre n'a clairement rien d'agréable, mais qui sont... Enfin, si, on place la femme là où elle doit être, c'est-à-dire pas en dessous, pas au-dessus, mais à sa juste place, et voilà, et ça c'est bien.
Bref, pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce livre la note de 17 sur 20. Ouais, on va pas au-delà parce que quand même, il y a des scènes, oh, burk, bref, vous l'aurez compris. Mais si vous aimez ce genre-là, n'hésitez pas, ce sont 3 récits qui méritent d'être lus. La 4e lecture était beaucoup plus cocooning. En même temps, j'avais besoin de quelque chose de retomber là, de voir quelque chose de plus mignon, joli, sympathique, douillet, voilà. Et du coup j'ai lu L'Éden des sorcières de Yumeji, le tome 5, paru aux éditions Kiyun. Alors là, ouais, en termes de cosy tout ça, on a l'impression qu'il y a du sang. Il doit y en avoir, mais c'est essentiellement une tache de naissance qu'elle a sur la tête, cette madame. Donc dans ce tome-ci, on voit Pili, notre héroïne, qui est une petite sorcière, qui évolue de plus en plus. Pour rappel, elle vit dans un monde où les sorcières sont pourchassées pour être tuées et où les plantes, elles, n'existent plus, on fuit, et elle s'appelle ici les Amurdes. Pourquoi ? Parce qu'elles vivaient en harmonie jusqu'au jour où les hommes ont fait n'importe quoi. Et quand je dis hommes, ce sont bien sûr les humains en fait. Là où en revanche les sorcières, elles vivaient en harmonie avec les Amurdes, avec les plantes. Donc ici, Pili continue d'évoluer, on est vraiment sur une évolution, j'ai l'impression, de tome en tome de notre héroïne, et c'est vraiment sympa. Donc dans le premier tome, elle n'y connaît rien, elle sait rien faire, elle est pas douée, machin. Là quand même, elle commence, et puis elle comprend même d'où vient son pouvoir, et ça c'est génial. Elle comprend enfin, et le lecteur avec elle, de comment fonctionne son pouvoir sur les plantes, et ça c'était super bien. Ce qui est super bien aussi, c'est que dans ce tome-ci, on est au plus proche de ses ennemis. On avait déjà été un peu plus proche lors d'un tome précédent, alors pas le précédent mais celui d'avant si je me souviens bien. Là on est de nouveau très proche et c'est elle qui se rapproche. Cette fois elle n'a pas été kidnappée, c'est elle qui y va. Pourquoi ? Parce que celui qui a été kidnappé c'est Oak, son loup-plante, celui qui l'accompagne et qui la guide, qui l'aide dans sa quête de l'Éden des sorcières. Et donc ici, notre Pili évolue, on a des soldats, on a des combats, on a vraiment beaucoup d'actions dans ce tome-ci que j'ai plutôt bien aimé du coup, même si en fait cette saga je l'adore donc c'est normal que j'ai bien aimé. J'ai trouvé aussi que ce tome permet de mieux appréhender l'univers dans lequel évolue Pili, puisqu'on est enfin dans une citadelle où il y a plein d'humains et plein de choses, et où on voit comment ça se passe. On voit aussi du côté des méchants, donc c'est-à-dire que non seulement on est proche des ennemis avec Pili, mais on les voit évoluer dans, je crois, tout un chapitre, enfin le méchant principal, et donc ça nous permet vraiment d'avoir un prisme autour de Pili et autour de tout l'univers, et de donc mieux l'appréhender, je me répète. Alors étant donné qu'il y a un petit truc que j'ai oublié de dire, comme vous voyez il n'y a plus de livre ici donc j'ai fini ma vidéo, mais en fait j'avais oublié de préciser quelque chose à ce propos. L'Éden des sorcières, le tome 5, donc en fait je vais insérer ça au niveau de la vidéo, hein, vous en faites pas, même si je vous raconte tout ça. Bref, on est dans les coulisses, et puis pas. Tout ça pour vous dire que ce que j'ai bien aimé dans ce tome-ci également, c'est que on a des personnages qui sont de plus en plus gris, c'est-à-dire que la frontière entre le bien et le mal, entre Pili, gentille sorcière, et puis le grand méchant, elle se fait de plus en plus mince et elle se floute pour certains personnages. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et ça c'est très très appréciable également. Voilà, c'est tout. Et maintenant, retour à la vidéo de base. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai adoré ce tome. Tout à l'heure je disais bien aimé, mais en fait je l'ai adoré, hein, comme d'hab. Je lui ai mis la note de 19,5 sur 20. Pourquoi pas 20 aujourd'hui, je sais même plus. Mais voilà, peut-être que c'est comme avec le précédent, là, enfin avec Mignardise, il manque un petit truc, un petit sel en plus, mais voilà. Et ce personnage-ci est vraiment intéressant également, on se demande ce qu'il fait là, et j'espère avoir la suite dans le tome 6, que je me suis empressée d'acheter avec le 7, me restera plus que le 8. Le livre que j'ai lu ensuite c'était Fae Legacy, donc c'est une auto-édition qui vous est proposée par J.K. Gras au niveau de l'écriture et Yannick Vicente pour les illustrations, parce que non content d'être un livre magnifique, c'est également un livre illustré, avec ceci par exemple. Donc bref, ce livre est un objet superbe, donc quand vous l'avez dans les mains vous vous dites waouh, quand vous le lisez vous vous dites waouh à chaque page, parce qu'il est trop beau en fait. Non, ça va vous spoiler. Je vais prendre au début en fait. Voilà. Donc rien que le fait de lire ce livre, vous adorez. En tout cas moi j'ai adoré.
Ce que j'ai moins aimé, c'est... alors j'ai bien aimé l'univers dans lequel ça évolue, avec des failles, enfin même s'il n'en existe plus vraiment, les elfes, les nains, les humains, tout ça. Mais ce que j'ai moins aimé justement, et là vous l'entendez, j'aurais pu rajouter les orques, c'est que ça me rappelait beaucoup trop le Seigneur des Anneaux. J'avais une impression de... vous savez, un arrière-goût dans la bouche, où je me disais ouais mais ça c'est le Seigneur des Anneaux, ah oui mais ça aussi, et puis ça aussi. Et sur le coup pendant la lecture, parfois ça m'énervait. Et quand j'ai fait ma chronique, je me suis rendu compte que c'était ce livre... Attends, je crois qu'il s'est écrit derrière, non c'est pas écrit. Bah c'était écrit quelque part, mais c'est écrit où? Ça m'énerve. Bon, je sais plus où c'était écrit, mais je crois que c'est sur Amazon ou autre part. Mais bref, ce livre est écrit en hommage à Tolkien. Donc en fait, tout ce que j'ai... qui m'a un peu titillé pendant ma lecture, c'était des faits exprès. Et ce qui veut dire que c'est très bien fait en fait, parce que si on retrouve Tolkien dans la plume de J.K. Graff, qui n'est pas du tout identique, parce que moi Tolkien, j'ai du mal, je ne l'ai jamais lu. Enfin j'ai écouté Bilbo le Hobbit, mais sinon j'ai jamais vraiment lu Tolkien, parce que enfin si, j'ai lu, mais quand au bout de la 50e page, vous êtes à peine sur le pas de la porte de Bilbo, autant vous dire que voilà, moi ça m'avait énervé. Et J.K. Graff, pas du tout, elle, on est plus, il y a davantage d'action, il y a de la description, certes, mais on a de l'action, on a des sentiments, on a plein de choses, des révélations, tout ça, bref, pour moi rien à voir. Et donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, ouais, en fait c'était fait exprès, et en fait c'est bien, voilà. Voilà, bref. Donc avec la description que je viens de vous faire de l'écriture de la plume de J.K. Graff, peut-être que vous en avez déjà déduit que c'est une écriture très fluide, qui se lit beaucoup mieux, qui est beaucoup plus accessible que celle de Tolkien, et qui pour moi est beaucoup plus agréable du coup. L'histoire en elle-même, c'est une histoire, vous avez de la romance, vous avez des guerres, des conflits, des combats, etc. Il y a plein de choses, c'est très intéressant, enfin c'est très attirant et vraiment c'est plaisant à lire. Et puis alors, vers la fin, vous avez un twist, enfin vers la fin, on va dire après les 3/4 du bouquin, quand il vous en reste plus qu'un quart environ, il y a un twist que je n'avais absolument pas vu venir, mais vraiment pas, et qui est génialissime. Et le pourquoi, du comment tout ça s'est déroulé du début à la fin, et ce que ça va donner par la suite, j'ai trouvé ça génial. Et je pense que c'est ça qui m'a fait oublier tout le côté mauvais Seigneur des Anneaux. Enfin pas mauvais Seigneur des Anneaux au sens ce livre est mauvais, non il est excellent, mais voilà, cet arrière-goût dont on parlait tout à l'heure. Ce twist là j'ai adoré. Je crois qu'au moment où je l'ai lu, quand j'ai fini le chapitre où il y a le twist, j'ai de suite écrit un message à Johanna en lui disant ah mais en fait c'est ça, mais c'est trop bien et tout, bref, voilà, j'ai adoré. Et pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce livre la note de 18/20. L'avant-dernier livre que j'ai lu au mois d'octobre, c'était un livre que j'avais très envie de lire, et il s'agissait du tome 29 des Elfes, Lahassa, l'Elfe Rouge aux éditions Soleil, c'est ici, et qui nous parle donc de, pas Lahassa mais Léassa, qui est une des dernières Elfes Rouges, les Elfes Rouges étant un peuple qu'on a survolé lors d'un ou deux tomes précédents, mais qui à la base ne faisait pas partie des tomes prévus, enfin des peuples prévus, puisque les elfes se composent de 5 peuples, les elfes bleus, les elfes sylvains, les elfes blancs, les semi-elfes, et les elfes noirs, qui sont pas vraiment des elfes noirs, mais enfin bref. Ceci est une autre histoire. Et donc quand sont arrivés les elfes rouges un petit peu dans le jeu, on va dire, je me suis dit ah ouais, ça devrait être intéressant. Et enfin, un livre sur les elfes rouges, moi je fonce, j'avais grand hâte, et je vous avoue que j'ai été un peu déçue, puisque Léassa part donc à la recherche de son peuple, puisque on aurait entendu dire, d'après la légende blablabla, qu'il y aurait d'autres elfes rouges en terre d'Ogon, là où tous les tomes précédents des elfes se passaient uniquement en terre d'Aran. Là on change de continent, on arrive dans un continent qui peut rappeler plus ou moins l'Afrique, voilà, enfin d'un autre temps, où d'ailleurs les êtres humains qui sont présents rappellent également cette Afrique d'un autre temps, ou en tout cas les croyances qu'on pourrait avoir. Ce sont également, puisqu'on parle de croyances, de nouvelles croyances, de nouvelles religions, de nouveaux dieux que l'on va rencontrer ici. Des dieux tout à fait palpables, croyez-moi, enfin palpables au sens tangible, au sens meurtrier, et voilà. Et donc c'était à la fois décevant,
et très intéressant. Décevant parce que je vous l'ai dit, pas assez d'elfes rouges, mais très intéressant parce que nouveau territoire, voyage fort sympathique, du mystère, du combat, il y a vraiment pas mal de combats, vous avez des planches très sanglantes aussi parce que ces combats, c'est pas juste je te tape et t'as un œil au beurre noir quoi, voilà. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment très très sympa. Et du coup, j'ai hâte d'avoir la suite et fin de cette histoire dans le tome 34. Alors le problème c'est que j'ai que le tome 33, j'ai pas les 30, 31, 32 et donc encore moins le 34. Mais on va y arriver doucement et sûrement. Enfin bref, je sais plus. Quoi qu'il en soit, j'ai mis à ce tome-ci la note de 17,5 sur 20. Et vraiment, je vous recommande de lire Les Elfes, c'est trop bien. Ce tome-ci en plus, il nous permet d'avoir donc non seulement une elfe rouge, mais également une petite humaine. C'est la première fois, je crois, qu'on a l'un des protagonistes qui est plus ou moins adolescent, parce qu'elle est vraiment ado. Et puis un semi-orc, qui lui est issu d'un mariage, d'une relation entre un orc et un elfe, chose que l'on pourrait penser complètement impossible, et qui est un personnage très intéressant. De manière générale, j'aime beaucoup les orques, ils sont bourrus, machin, mais ils sont pleins de sentiments, et peut-être qu'il faudrait que je lise cette saga sur les orques, je sais pas, je vais y réfléchir. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu lors du mois d'octobre, je me l'étais prévu pour la période d'Halloween, parce que vous allez voir la couverture, il fait un peu peur. Je me l'étais aussi prévu pour le mois d'octobre parce qu'il y a du vampire. Il s'agissait des Vents ensanglantés de Don Kurtagish aux éditions du Chat Noir. Alors, à savoir que les Vents ensanglantés, donc, font suite aux Brumes affamées, donc toujours de la même autrice, Don Kurtagish, et toujours aux éditions du Chat Noir. Les Brumes affamées, c'était un livre qui revisitait le mythe de Faust, donc bon, que moi j'avais lu en tant que apprenti prof d'allemand, voilà, qui est genre l'œuvre littéraire à avoir lu dans sa vie. Voilà, et ça le reprenait très bien, j'adorais franchement la façon dont était fait le livre, attendez, hop, voilà, par exemple. Parce que oui, il est question de la bête avec un B majuscule qui serait donc le diable. Et voilà, le problème, c'est que ce livre date de 2021. Et je pense que je l'ai lu à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire il y a pour moi une éternité, et que du coup, je m'en souviens très très peu, mis à part le côté revisite de Faust. Et que donc, quand je suis entrée dans celui-ci, eh bien, les souvenirs m'ont manqué pour raccrocher les wagons. Et ça m'a profondément gênée, déjà au début de l'histoire pour rentrer dans l'histoire, mais également finalement pendant toute ma lecture. Et ça c'était très dommage parce que j'adore la plume de Don Kurtagish. J'aime beaucoup finalement l'histoire qu'elle a faite ici, mais le fait de ne pas pouvoir accrocher ces deux histoires, ça m'a énervée, vous voyez. Et puis, je sais pas, j'avais l'impression que ce que j'avais trouvé dans Les Brumes affamées, à savoir un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé, je me souviens plus aujourd'hui de la note que je lui avais mise, j'ai regardé pourtant tout à l'heure, mais bref, je me souviens plus, mais je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé. Là, j'ai un chouïa moins aimé, j'ai trouvé, bah déjà il est plus court, peut-être qu'on approfondit moins certaines choses, et peut-être que c'est moi qui manque des choses hein, quand je l'ai lu, qui font que je l'ai moins apprécié, ce qui est dommage parce que encore une fois, Don Kurtagish, elle a une plume excellente, elle vous parle de choses difficiles, et elle a un récit assez poignant, donc vraiment c'est bien, c'est prenant, c'est haletant, mais voilà, il y a un mais. Alors ce que j'adore dans ce tome-ci et ce que j'avais adoré dans le précédent, c'est ce que je vous ai montré en fait, c'est la mise en page, voilà par exemple, qui fait peur, hein, qui fait très Halloween, voilà. C'est spoilant, hein, tant pis, mais voilà. Mais tout simplement ça en fait, voilà. Et puis non, attendez, il y a autre chose que j'avais beaucoup aimé. Bon, il y a des pages noires, mais il y a aussi des pages qui sont écrites différemment. Comment il faut que je trouve. J'ai trouvé. Alors c'est vers la fin, donc vous allez regarder vite fait, vous n'allez pas lire, mais juste regarder. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est typique pour cette autrice, que j'ai lu dans d'autres romans. Et c'est la seule autrice qui m'a fait peur. Alors pas à travers ces deux romans-là, mais à travers un autre.
Et vraiment, depuis ce temps-là, je cherche à me faire peur toujours en lisant et je cherche à lire tous ces romans et j'espère que je pourrai le faire encore étant donné qu'elle était publiée aux éditions du Chat Noir et que malheureusement c'est une maison d'édition qui va fermer ses portes là dans les mois qui viennent et je suis dégoûtée. Bref, revenons-en à cette histoire qui est une histoire de femmes, là encore comme avec Black Mambo, parce que ce sont 3 femmes qu'on va mettre en avant. Donc Laine qui est une vampire à l'aspect, j'ai envie de dire ado ou jeune femme, pas jeune fille, mais qui a un siècle et demi voire 2 derrière elle. On a aussi Zoé qui elle pour le coup est une adolescente, mais une adolescente brisée, paralysée par la magie, puisque l'une comme l'autre sont sorcières. Et nous avons également une 3e sorcière qui est Rohan, qui est tout comme Laine d'ailleurs une sorcière vampire qui est très âgée, qu'on avait dans le premier tome et que l'on retrouve ici un peu moins, mais bon c'est normal puisqu'ici c'est essentiellement l'histoire de Laine et Zoé, quand l'autre c'était l'histoire essentiellement de Rohan. Donc ici je disais les femmes sont mises en avant, les femmes de pouvoir, les femmes magiques, les femmes maléfiques, voilà et ça c'est très bien, ces thématiques là sont très bien, vous en avez plein, je vais pas toutes les dire parce que notamment je pense à une qui est super spoilante. Mais voilà, ça aborde par exemple la paralysie, ça c'est dès le début, ça vous est dit dans le résumé, très très bien en fait, parce qu'on a le point de vue des personnes qui ne sont pas paralysées et qui s'occupent de la paralysée, qui est Zoé, et puis on a le point de vue en termes de Zoé, qui elle ne peut rien faire, voudrait tellement faire, pouvait tellement faire avant, puisque avant elle n'était pas paralysée, hein, et elle se sent comme un poids mort pour les autres, et elle voudrait aimer mais elle voit bien, enfin elle aime mais elle voit bien qu'on ne peut pas l'aimer dans l'état actuel des choses, etc. Enfin, ça c'est très très bien écrit, vraiment. Ce que j'ai perdu mon mot. Je sais pas. Vraiment j'ai perdu le mot. Bref, ce qui n'est pas bien dans ce résumé, c'est que je le trouve beaucoup trop spoilant en fait. La dernière partie du résumé, ça se situe, on va dire, à peu près là, la réponse. Et je trouve ça très dommage. Mais bon, bref, peu importe. Cette couverture, on l'a pas assez dit, enfin je l'ai pas dit du tout. Elle est magnifique, elle est sanglante, à souhait. Et voilà. Et il y a encore un petit bémol à ce roman, c'est que, comme je vous l'ai dit, il fait suite à celui-ci. Et celui-ci était génial, blablabla. Et ça c'est donc la suite et fin en fait. Et c'est pas une fin qui me plaît. Moi je voulais pas cette fin là. Elle est très logique, oui. Mais moi je la voulais pas comme ça. Voilà, ça me plaît pas comme fin. Je suis pas d'accord. Donc voilà. Bref, pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce roman la note de 15/20. Je voulais pas mettre une bonne note parce que franchement je suis restée sur ma faim. J'avais cet arrière-goût, ce truc qui voulait pas raccrocher les wagons, tout ça. Mais c'est quand même Don Kurtagish et waouh quoi, voilà. Donc 15/20 c'est un bon compromis je trouve. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de lui mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également me dire en commentaire si vous aussi vous avez fait des lectures intéressantes pendant le mois d'octobre, si vous avez fait des lectures halloweenesques. Au passage donc, Les Vents Ensanglantés que j'avais prévu pour Halloween, je l'ai fini avant parce que la plume de Don Kurtagish quoi, voilà, on y revient. Bref, donc voilà. Laissez-moi des petits messages. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le. Sachez également que j'ai un site internet steffiwolf.fr sur lequel vous trouvez toutes mes chroniques écrites où je suis peut-être un peu plus précise et parfois même un peu plus objective dans ce que j'écris, dans ce que je rapporte. Sur ce site également, je vous parle de mon côté autrice, dont j'ai fait une petite parenthèse au début de cette vidéo, enfin lors de la présentation du premier livre lu. Et puis au passage, puisqu'on est sur ma vie d'autrice, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, enfin ma précédente vidéo, qui est le book trailer de ma romance de Noël. Voilà, Vin chaud, poème et boule de poil, qui est donc paru l'année dernière, mais j'avais pas eu le temps de faire un book trailer. Cette année j'ai pris le temps et voilà. Et donc je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à aller le voir et à me dire pourquoi pas ce que vous en pensez. Je vous mets tout ça en barre d'infos, donc aussi bien les liens vers les chroniques écrites des romans que je vous ai présentés, mais aussi le lien vers ce book trailer. Et puis quant à moi, il est temps que je vous souhaite une excellente navigation sur YouTube et que je vous dise à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!